Alors salut à tous, dans cette vidéo j'ai décidé d'interviewer un autre investisseur. Comment ça va? Ça va et toi, merci pour l'invitation. Super, donc il s'appelle Dorian, que j'ai voulu inviter aussi sur la chaîne pour la simple et bonne raison que c'est un profil différent du mien sur son plan d'investissement. Moi j'aime bien interviewer plusieurs types d'investisseurs sur la chaîne pour qu'on puisse comparer différentes versions et que tout simplement il n'y a pas qu'une seule manière d'investir. Donc Dorian, est-ce que tu peux te présenter et nous dire en 2-3 mots, enfin nous expliquer un petit peu qui tu es, ton parcours? Ouais, carrément. Et puis voilà. Let's go. Déjà, merci pour l'invitation. Ouais, vas-y, je prends le micro. Dorian, du coup, en gros, le parcours rapide. Je suis sorti d'école d'ingénieur à l'époque et j'ai directement commencé la carrière à Shanghai de 2014 à 2019. Et super lifestyle, d'expat, etc. Sauf que je me retrouve au bout de 3-4 ans avec 3 000 € en poche. Pour mettre dans le contexte, quel âge t'as? J'ai 35 ans. En gros, de 23-24 à 27, tout juste 28. Belle vie d'expat et tout, sauf que j'ai 3 000 en poche. J'ai pas de système de retraite. À Shanghai. Ouais. Et en fait, du coup, je décide volontairement de rentrer en France pour reprendre tout ça en main et investir. Et ensuite, je commence investissement en objectif d'achat-revente. Je vis 2 ans avec différé total dans la première. Donc, tout l'argent par investissement en bourse, qui est déjà ma passion. Okay. Je revends la maison. Je passe les 6 chiffres investis en 2 ans et quelques en partant de zéro. Et à ce moment-là, je me dis, vas-y, go en parler sur YouTube. Parce que même si c'est pas si rapide que ça par rapport à beaucoup qu'on verra, à mon petit niveau, je me dis, il faut que tu partages ça parce que maintenant, tu n'es plus à zéro. Et si tu as des gros soucis dans la vie, tu peux beaucoup plus rebondir. Ouais. Plus tu as du patrimoine, au plus tu as quelque chose à perdre. Et en fait, au plus faire des actions, c'est risqué. Parce que quand tu n'as rien, entre guillemets, tu peux tout faire. Tu vois, tu peux rebondir très facilement. Mais putain, tu as vraiment une vie sacrée bien. Merci. Et par rapport à d'autres, c'est pas énorme. Et du coup, je me retrouve, en 2021, je lance la chaîne YouTube pour commencer à en parler. Et 3 ans plus tard, j'en ai marre de mon taf encore. Ouais. Je me retrouve dans une situation où j'ai un patrimoine qui m'a permis de faire un pivot dans la vie, de pouvoir dire non à un métier où je m'ennuyais. Okay. Et c'était tout l'objectif de mon investissement, de commencer à avoir des choix dans la vie. Ok, ouais, magnifique. Donc c'est vrai que c'est un sacré parcours. Et donc tu es allé en Chine. Ouais. Ok. Et du coup, là aujourd'hui, tu es à Bali, mais on va en reparler vers la fin de la vidéo. Ouais, carrément. Dis-nous tout un petit peu. Quel est ton profil d'investisseur? Je ne vais pas vraiment revenir sur ma manière d'investir, quelle est mon allocation exacte, etc. Parce que j'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos, donc je ne pense pas que ce soit pertinent. On va vraiment garder le focus sur Dorian aujourd'hui. Explique-nous un petit peu ta manière d'investir, pourquoi tu investis, c'est quoi ta stratégie? Explique-nous un peu comment tu fais. Carrément. J'ai une stratégie patrimoniale qui est en fait assez diversifiée, même si je parle beaucoup d'actions individuelles, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Au final, déjà, la base des finances personnelles, épargne de sécurité, cash dans l'entreprise, poche aussi de cash pour tout simplement pouvoir saisir des opportunités. Ensuite, toujours une partie immobilier, dont je vais certainement prendre de la plus-value bientôt, je pense, parce que je veux réallouer, puis un petit peu pouvoir voyager plus, être moins bloqué là-dedans. Et tout simplement parce que quand tu commences à avoir plus de capital, tu as de moins en moins besoin que la banque te prête pour continuer à laisser les intérêts composés se faire. Et une grosse partie bourse avec les ETF, investissement passif, et les actions individuelles, qui est vraiment ma passion et ce dont je parle au quotidien. Donc voilà, c'est très diversifié. Ok, parce que du coup, techniquement, est-ce que quand tu rentres sur des positions, quand j'ai envie de dire position, parce que tu n'es pas trader en soi, tu étais plus investisseur, mais est-ce que tu vas faire ce genre de play qui est, par exemple, donc en stock picking, rentrer sur une action et au bout de 2-3 mois, tu ressors? Est-ce que tu fais ce genre de play ou c'est pas vraiment ton truc et que tu es plus comme moi, c'est-à-dire que quand tu achètes un actif, tu vas le conserver à vita aeternam? ETF ad vita aeternam. Okay. J'en parle peu, mais j'en fais, clairement. Les marchés sur le long terme, on connaît la tendance. Ouais. On sait que quand on regarde les graphiques des études connues de JP Morgan, etc., ça a tendance à vendre sur les points bas et acheter sur les points hauts, même si en fait on ferait mieux de faire l'inverse. Et donc du coup, je préfère acheter tous les mois pour me protéger émotionnellement. Et sur la partie action individuelle, là forcément, la valorisation rentre en jeu. Et c'est pour ça que j'en fais aussi de l'action individuelle, parce que ce qu'on paie, c'est le prix. Ce qu'on obtient, c'est la valeur. Et je trouve que même pour te protéger émotionnellement, pour ne pas vendre les points bas et acheter les points beaux et te faire balader par le marché, si tu connais à tout moment la valorisation d'une entreprise, si tu comprends que tu n'as pas juste un prix sur un graphique, mais que tu as du cash derrière qui va être généré dans le futur, si l'entreprise est bien gérée, le cash va être de plus en plus conséquent dans le temps, et qu'un jour, dans 3 ans, 5 ans, le marché viendra de valoriser tes entreprises, comme le business du bout de la rue a un multiple de sa capacité à générer du cash dans le futur, tu te fais beaucoup moins balader émotionnellement. C'est l'analogie de Benjamin Graham dans le livre L'investisseur intelligent. Tu l'as dit aussi, ouais. 600 pages. 600 pages, balèze. Et en gros, tu connais le prix de ta maison. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le prix moyen au mètre carré.
Si quelqu'un vient de toquer à la porte, il te donne 100 000 € pour une maison qui en vaut 200 000, bah, tu lui claques la porte au nez. Et par contre, si on t'en donne 300 alors qu'elle en vaut 200, bah, tu la laisses partir. Donc ouais, je peux prendre des trades aussi. Ça m'arrive de sortir des positions, même si j'achète principalement. Mais jamais à fait de levier. Juste avec les options. Pas de SL ou quoi. Je fais travailler pas mal de positions avec des options. Par exemple, j'en parle moins sur YouTube, mais si j'ai 300, 400, 1000 actions, etc., je peux vendre des calls, par exemple, si je trouve que l'action est surévaluée, et puis prendre des primes. J'ai quand même du cash flow un petit peu en trading options. Ça, par contre, tu vas pas forcément, c'est quelque chose que tu fais de ton côté, mais c'est pas forcément ce que tu vas conseiller vers les investisseurs qui travaillent avec toi. Il faut déjà un patrimoine, il faut déjà quand même des grosses lignes. C'est une prime de risque supplémentaire, on va dire. C'est une prime de risque supplémentaire, c'est du cash flow en plus. Et si j'ai une action que je suis prêt à laisser partir parce que la valorisation ne fait plus aucun sens, bah, je suis prêt à la laisser partir. Mais c'est moins de 10% du portefeuille. Ok. Ouais, parce qu'en fait, Dorian, c'est une manière beaucoup plus active, j'ai envie de dire, que la manière dont j'ai d'investir, qui est j'ai mon cycle de marché, j'ai mon activité de trader de base que je fais, mais en tant qu'investisseur, c'est relativement passif. Je ne suis pas tous les jours, toutes les semaines à regarder mon portefeuille, qu'est-ce que je peux changer, etc. Que Dorian, tous les jours, je le vois, il est en train de faire ses analyses, il regarde ce qui se passe, il fait des actualités sur sa communauté, etc. Donc, c'est une manière différente d'investir. C'est pour ça aussi que je voulais le faire venir sur la chaîne. Je ne sais pas si je sais plus si tu m'as dit, de mémoire, tu vas revendre ton actif immobilier. Tu m'as un peu expliqué les raisons pourquoi, bref, on ne va pas y revenir, mais est-ce que toi, tu regrettes aujourd'hui d'avoir fait ça, c'est-à-dire de l'IMO, ou pas forcément? C'est juste qu'aujourd'hui, tu souhaites switcher de stratégie? En fait, moi, je différencie vraiment l'investissement qui est là pour protéger contre l'inflation et multiplier le capital de la partie travail. Et moi, actuellement, mon plus gros actif, c'est mon temps. Parce que j'ai beaucoup investi à mon humble niveau, mais assez pour pouvoir prendre des risques dans la vie. Et ben, je me retrouve dans un moment où passer beaucoup de temps sur l'immobilier est moins pertinent que passer beaucoup de temps sur travailler avec mon temps sur mon business. Et j'ai déjà lancé les intérêts composés. Et c'est les fameux 3 leviers de l'investisseur dont j'aime souvent parler. Tu as le temps, tu as le rendement et tu as une grosse pelle pour mettre beaucoup d'argent tous les mois. Et moi, il faut que je me concentre sur ce 3e parce que le temps, il passe, j'en ai de moins en moins. Le rendement, je veux prendre moins de risques. Bah ouais. Et surtout, on en parlait l'autre jour. En fait, une fois que tu as lancé le jeu et entre guillemets que si tu attends assez longtemps sans prendre de gros risques qui vont te wipe out, qui vont tout te faire perdre, tu as fini le jeu à ton humble niveau, ton objectif final. Bah, tu ne prends pas de risque. Et donc, c'est pour ça que l'immobilier, qui est beaucoup plus risqué pour moi, qui en plus me demande du temps et de l'énergie. Et surtout que tu n'es même plus dans le pays, quoi. Enfin, tu ne comptes même plus y aller. Ouais, je vais bouger de plus en plus. J'ai été expatrié de nombreuses années. C'est un truc qui me plaît. Ce n'est pas encore décidé parce que le marché immobilier en ce moment, c'est un peu tendancieux. Je ne sais pas si ça se vendra. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu as assez de capital, bah, en fait, l'immobilier, tu le fais parce que c'est l'argent de la banque. Et tu peux faire un gros retour avec ton travail dessus, mais quand tu as assez de capital. C'est ça. J'avais d'ailleurs un graphique, je vous le mettrai à l'écran pendant que je vous parle, où en fait, j'avais trouvé ça issu d'une vidéo américaine sur l'investissement, où en fait, on voit clairement que toutes les fortunes, on a classe moyenne, les classes un peu plus pauvres, comment on appelle ça en France, classe. Je sais pas. Bref, et les familles qui ont du gros patrimoine. Et en fait, on regarde que le pourcentage de l'immobilier ou de l'immobilier en fait de manière générale est très minime par rapport à tout le reste en termes d'investissement. Et on voit que le 3/4 du patrimoine, stock market, equity, tout ce qu'on peut avoir d'un point de vue liquide en fait. Le but en tant qu'investisseur, ce qui est intéressant à faire, après il y a plein de façons d'investir, mais toi tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est que soit moi ou Dorian, on va vraiment chercher à être très liquide. C'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, hop, on peut tout liquider, il n'y a pas de problème. Ça, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus agréable parce que si demain, on a 6, 7 maisons, ce que je respecte très bien, hein, mais dans un pays en particulier, si demain, tu veux changer de destination, etc., tu te retrouves avec 7 baraques à vendre, tu ne vas pas les vendre en 24 heures. Ou du moins, si tu le fais, c'est à trois fois rien. C'est pas du tout passif. C'est ça, c'est pas passif parce que plein de gens vont dire que l'immobilier c'est passif. Alors, si tu délègues et que tu mets de la main-d'œuvre, etc., mais ça enlève du pourcentage sur le gain, en fait, tu as les locataires à gérer parce que des fois, tu as une attente pour les loyers. Ça dépend à quelle classe sociale tu t'adresses sur le marché de l'immo. Mais si tu es dans des petits appartements, etc., la plupart du temps, ça va être des retards de paiement, ça va être le truc qui est cassé, à réparer, le plombier, etc. Au final, c'est un tas d'emmerde. Je dis ça parce que j'ai mes parents qui sont dans l'immobilier et de leur côté, ils ont souvent quand même des trucs à gérer. C'est pas passif à 100%. Donc voilà. Mais levier incroyable. C'est clair. En fait, tu vas investir ton temps et ton travail pour faire du retour investissement sur l'argent qui n'est pas le tien, celui de la banque. Et plus tu avances et plus tu te dis, c'est quand même beaucoup de galères, beaucoup de complexité. Et donc, si tu gères bien tes finances personnelles, que tu as une grosse pelle, que tu investis beaucoup tous les mois,
il y a un moment, tu as lancé la machine. C'est exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, arrivé à un certain stade, en fait, les actifs liquides deviennent plus intéressants, plus smart que rester focus sur l'immobilier. Je pense que l'immobilier, c'est bien en termes d'effet de levier, mais parce que c'est sûr que si tu commences dans la vie avec 3 000 $ en poche, la bourse, ça va pas t'aider. Les marchés financiers, de manière générale, ne vont pas vraiment être un bon levier. Par contre, si on prend un profil comme le mien, j'ai jamais été dans l'immobilier. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose de pertinent pour moi, tu vois, sachant, enfin, tu vois un peu, on avait parlé un petit peu de mes revenus, etc. Si j'ai les moyens de pouvoir injecter autant de cash tous les mois, autant directement se diriger vers des actifs qui sont plus liquides. Donc voilà. Mais ok, donc ça pour un petit peu ta manière d'investir sur les marchés. Alors maintenant, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi, que j'avais fait aussi sur la dernière interview avec Valentin, c'est quelle est ta vision des marchés? Quelle est plus ou moins à court et long terme ta vision, notamment avec le conflit qu'on a actuellement, parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 12 avril 2026. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du contexte actuel? Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on a un pétrole qui est au-dessus des 100 $? Dis-nous un peu tout. Partage-nous ton point de vue, que ce soit court terme et long terme. Court terme, celui qui sait où on sera vendredi à la fermeture, qui me tienne au courant. On peut faire beaucoup d'argent avec des options en 0 DTE. C'est Trump. Hein. Si vous avez des contacts avec Trump, c'est le meilleur moyen de pouvoir… c'est vrai que pour moi, enfin, je dis en 2-3 mots, mais pour moi, on n'a jamais eu un marché autant manipulé. C'est-à-dire qu'en fait, on voit clairement que c'est un marché qui réagit à coup de Trump dit A et il se passe ça, et Trump dit B, il se passe ça. On voit qu'il y a des investisseurs qui se positionnent en amont de chaque information, etc. Comme par hasard, même son fils qui avait investi dans le pétrole 2 jours avant le début de la guerre. Donc voilà, pour moi, c'est un marché très compliqué, que ce soit d'un point de vue trader, mais même avoir une vision à court terme, je pense que ça ne sert à rien de faire le devin. On n'en a qu'une foutre idée. Même si j'ai plus ou moins mon idée à court terme, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est que pour moi, on a tendance à beaucoup trop penser que c'est la fin du conflit, c'est la fin de la guerre, surtout de la part de Trump. Mais quand on regarde les faits, fondamentalement, c'est faux. Et ça a au final assez peu d'importance dans notre style d'investissement qui est quand même long terme, passif, création de patrimoine. Parce que la réalité, c'est que si tu voulais acheter un actif à 10 $ et que tu trouvais que la valorisation est bonne, si on te le propose à 8 $ et que tu as une vision de 10 ans, 20 ans et plus, en fait, c'est une opportunité. Même si psychologiquement, c'est super dur de tenir, le fameux « ça va baisser encore plus, j'attends encore un peu » ou quand ça repart, là, depuis 3 jours, c'est reparti, la peur d'avoir raté le train si on est sorti du marché. Imagine l'état psychologique de la personne qui a vendu la semaine dernière. Celui qui ne connaît pas les marchés ou qui est nouveau, putain, psychologiquement, c'est horrible, quoi. Donc, je vois beaucoup d'investisseurs qui viennent d'arriver un peu sur le marché, qui rentrent, qui sortent, qui essaient de réagir à court terme, sauf qu'on parle d'une démarche d'investisseurs. Et je pense que dans des périodes comme celle-ci, il peut y avoir des plays, effectivement, notamment sur le pétrole, je t'en parlais l'autre jour. Mais je pense que vraiment, le mieux à faire, c'est de prendre du recul et comprendre que c'est juste du bruit. Si vous êtes dans une stratégie similaire à la mienne, c'est-à-dire investir de manière passive, ETF, etc., je pense qu'en fait, il faut juste ignorer ce qui se passe. Et simplement, si on a une correction vraiment importante, ce qui peut arriver pour moi, rentrer. C'est d'ailleurs, en 2-3 mots, ce que je compte faire cette année, parce que 2025, j'étais vraiment rentré très fortement sur les marchés. Là, je commence à augmenter ma répartition de cash plus massivement, car j'ai des convictions pour 2026 qui ne sont pas aussi bonnes que 2025. Tu vois, on a quand même un conflit qui est là. Certes, on a eu un cessez-le-feu pour moi qui est un peu bancal, avec une réouverture des navires dans le détroit d'Ormuz qui détient 20% du pétrole mondial, avec seulement 13 navires par jour au lieu de 110. Donc factuellement, le marché réagit très bien, mais est-ce que c'est vraiment un game changer pour le prix du pétrole? Non, je ne pense pas. Donc en tout cas, voilà. Ça, on rajoute la politique monétaire actuelle, on est de base sur un cycle de baisse de taux. On voit toutes les banques centrales qui switchent et qui prévoient de réaugmenter leur politique monétaire. Et si une banque centrale augmente sa politique monétaire, forcément, on se retrouve sur une devise qui va s'apprécier et du coup des actifs qui vont se déprécier. Quand je dis des actifs, je parle des stock markets, des equity de manière générale. Bon, j'ai fait un petit cours de finance un peu, mais… Et tout ça, non, mais c'est très bien. Et tout ça, en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est du court terme qui vont faire sortir les gens au mauvais moment et rentrer au bon moment. Alors que si tu regardes les tendances long terme sur une vision plus globale, on sera peut-être en ligne là-dessus. On est dans un monde qui est profondément déflationniste. Les États ne l'accepteront jamais, avec l'IA, etc. Et donc, quand tu regardes toutes les courbes, aussi bien le M2, donc les dollars en circulation, sans même parler de l'euro-dollar, les politiques monétaires, les cycles, celui qui n'est pas investi, il se fait massacrer.
Et c'est mon combat au début de la chaîne. Les premières vidéos, je parlais de ça. Dans tous les cas, autant. Et celui qui a investi en actifs massivement et qui sort jamais totalement, même si c'est OK d'acheter les bons actifs au bon prix, bien évidemment pas acheter à n'importe quel prix. Mais en fait, sur le long terme, on connaît les statistiques. La performance passée garantit pas la performance future. Ce que je dis, c'est vraiment sur les quelques prochaines années potentiellement. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que j'arrête d'investir. J'investis tous les mois. Juste, je rentre moins que par rapport à d'habitude. Mais pourquoi je me permets de faire ça? Parce que j'ai l'habitude d'être tous les jours sur les marchés. Je regarde de très près. Et si moi, demain, il se passe quelque chose où il y a une correction de 20-30%, je suis prêt à rentrer. Je suis présent et je vais pouvoir y aller plus fortement. Et en faisant ça, je vais optimiser mon rendement. Mais quelqu'un qui rentre tous les mois, quoi qu'il arrive, sur une échelle de 20-30 ans, il sera rentable. Et là, même en stock picking, janvier-février, je bassinais tout le monde à dire que je remontais mes niveaux de cash, que j'y allais tranquille, qu'on est sur les plus hauts historiques, on était sur le Fear and Greed Index, l'indice de l'euphorie et de la peur au-delà des 50. C'est pas le moment. Là, quand on était à 14 et que j'avais des actions massacrées dans tous les sens, j'ai déployé. Et là, je suis déjà en train de relever le pied. Mais sur le long terme, ce que tu payes, c'est le prix, ce que tu obtiens, c'est la valeur. Et acheter aujourd'hui un actif, si tu regardes dans 5, 10, 15, 20 ans, ça aurait été une bien meilleure décision que de vendre le point bas en panique sur de l'émotion et de passer au nouvel objet brillant. Il y en a qui se sont fait liquider. Je pense à la période où il y a eu l'annonce des tarifs, même en ce moment même. Je pense à plein de gens qui achètent de l'or. J'en vois des gens qui achètent de l'or sur les niveaux qu'on a actuellement. Moi, je le dis, je n'ai pas peur de le dire en vidéo. Je pense que dans les 30 prochaines années, vous n'allez pas faire 1 euro. L'or est beaucoup trop haut actuellement. Ce n'est pas un comportement normal. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais c'est ce que je pense. Quand on regarde les performances de l'or, c'est un marché qui est cyclique, ce n'est pas un marché qui est constant. Et acheter de l'or sur les tops comme on est maintenant, waouh, faut avoir les reins solides, parce qu'il ne faut pas s'attendre à des rendements qui sont fous. Ça, c'est plus ton expertise, parce que c'est vrai que moi, je maîtrise un peu moins, mais c'est très intéressant. Par contre, sur les devises, on a la même vision des choses sur le long terme, on a sur les tendances. Une vision qui est assez similaire. C'est juste que notre manière d'investir est légèrement différente, mais en soi, les marchés et les convictions qu'on a sont les mêmes. Les tendances long terme, rester investi, ne jamais être totalement en cash, parce qu'il faut se protéger émotionnellement, s'amuser sur une partie du patrimoine, parce que si ça nous permet d'investir plus tous les mois et de ne pas se retrouver, comme je le disais, à mettre 50 euros par mois, mais plutôt 500 euros par mois, ce sera la plus grosse différence. Si choisir des actions, avoir une partie fun, entre guillemets, dans son patrimoine, en plus de toute la partie beaucoup plus passive, comme on l'a dit, ce qui est une grosse partie pour nous deux, même si je parle d'actions individuelles, mais si on a une partie où on se permet, comme toi, par exemple, sur d'autres types d'actifs, les monnaies, l'or et moi sur le stock picking, d'être un vrai passionné, de se battre au quotidien, de travailler, de faire beaucoup d'apports dans son patrimoine, de se retrouver, avoir un patrimoine bien plus gros que si on s'y était intéressé 3 semaines et qu'on n'avait plus jamais regardé, et ben ça ne me dérange pas de prendre un peu plus de risques sur certains actifs. Non, bien sûr. Après, il faut être juste à l'aise avec ça et au plus on connaît les marchés et au plus on peut se permettre de faire ce genre d'opération. Donc, ok, hyper intéressant. Dis-moi un petit point aussi que j'aimerais aborder. Qu'est-ce que tu fais ici à Bali ? Pourquoi Bali ? Pourquoi tu es là ? Parce que depuis que j'ai changé d'activité, que je consacre tout mon temps sur des projets autres que tout simplement quand je faisais l'immobilier, que j'avais le travail, etc. Me retrouver dans un environnement, première chose, l'Asie de façon générale, déjà j'y ai passé 4 ans à Shanghai, j'ai retrouvé tous les services. Tu as un bon background en expatriation, c'est pour ça que c'est intéressant, tu as des points de comparaison et tout. À 23-24 ans, j'étais parti. Du coup, les services, genre que ce soit la gestion de la nourriture, du logement, pas de prise de tête. En fait, tout est plus simple. Pensé pour des gens comme toi ou comme moi. Et tu as tellement plus de temps pour toi. Ok. Premier point. Deuxième point, les personnes que tu rencontres et l'ambiance au quotidien. Quand tu es dans le studio YouTube chez toi et que c'est la rentrée de septembre, c'est difficile de se motiver à faire 10-12 heures par jour. Quand tu vois les personnes qui sont peut-être un peu moins d'entrain, etc. Parce que nos rythmes sont très différents. Moi, je travaille le dimanche, j'étais en live stream juste avant, etc. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le rapport qualité-prix de tout ce qu'on a. Qui est excellent en Asie du Sud-Est. Exactement. De manière générale, avoir la sensation que ton argent va beaucoup plus loin. Et c'est ça qui m'a amené ici, parce que j'ai retrouvé cet entrain, ce dynamisme. Et je repasse en France régulièrement. Je retourne pour de l'immobilier, etc. Mais j'ai besoin de ce mouvement permanent. Ok. Et non, tu as un point de vue qui est un peu plus positif, on va dire, sur Bali par rapport à moi, même si je ne suis pas du tout anti-Bali. La preuve, ça fait faire mon 2e mois que je suis ici. Je vais peut-être rester un petit peu plus que prévu. Donc, c'est pour ça, moi, au final, moi, quand je dis que Bali, je ne suis pas trop fan, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est pour certains critères en particulier. Mais après, je pense qu'il y a quand même, si on s'organise bien, on fait les choses bien, on peut avoir notre petit cocon, notre petite
notre petit centre de travail, on va dire. Et puis la preuve, là, Dorian, en fait, il est dans la même résidence que la mienne. Et franchement, ici, j'ai l'impression que toutes les personnes qui sont dans cette résidence travaillent, sont productifs, sont des gens sérieux et que c'est pas les vacances, quoi. Donc en tout cas, ok, top. Et du coup, est-ce que tu as d'autres endroits en vue pour les prochaines années en termes d'expatriation? Ouais, je voyage. Forcément. Si, je voyage régulièrement. Ok. Europe. Malaisie, non? US. Malaisie, je suis déjà passé à Kuala quelques jours. Refaire la Thaïlande, pourquoi pas refaire Hong Kong, la Chine, etc. Mais moi, j'ai besoin de faire au moins un mois. J'ai du mal à faire une semaine ou 10 jours. D'accord. Parce que j'ai besoin de poser, vous connaissez le setup pour ceux qui sont sur la chaîne, les caméras, le téléprompteur, les lives avec la communauté et tout. Mais même moi, tu vois, qui ai un setup un peu plus minimaliste que toi, j'aime bien quand même me dire j'ai un mois devant moi, j'ai du temps et que tu n'es pas en mode speedé et connecté, rencontrer des gens, ça, ouais, etc. Exact. Donc ouais, ok. Bah écoute, top, on est super. sur un beau sunset pour finir la vidéo. C'est vrai qu'on est bien là, on a un bon cadre et même, j'irais plus que la vue est plus belle derrière nous, mais il y avait le contre-jour, donc c'était un peu compliqué. Le contre-jour et le soleil se couche. C'est ça. Bah écoute, en tout cas, un plaisir de t'avoir fait venir sur la chaîne. Merci pour l'invitation, gros. Je voulais vraiment te faire venir parce que j'adore les mecs comme toi qui sont humbles et qui pourtant font du cash, font de l'argent. C'est le même pour toi parce que tu es humble aussi par rapport à ton parcours qu'on connaît l'un l'autre. Ok. Et let's go. Ok, non, ça fait plaisir. Et puis parce que surtout, ouais, comme je disais, ce que j'aimais pas trop à Bali aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de profils quand même qui sont, voilà, il y a une différence, il y a un gap entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et pour le coup, des gars comme Dorian, c'est typiquement pas ça. Donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les gars comme toi. Et puis un plaisir de te finir sur la chaîne. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin à rediriger vers notamment ce que tu fais, etc. Qui a une chaîne qui est hyper intéressante. Si vous aimez le stock picking, évidemment, chaîne YouTube. Et sinon, de façon générale, que ce soit ta chaîne ou ma chaîne, toute la partie macroéconomique, voire long terme, se protéger, penser vraiment à... en fait, c'est tout le temps la phrase que je dis, j'avais démarré la chaîne il y a 5 ans là-dessus. Pouvoir dire oui, mais aussi et surtout pouvoir dire non. Mettre les actions en place maintenant, tout en profitant du parcours, pour se créer des vrais choix. Parce que en 1 an, tu fais pas des miracles. En 5 ans, tu fais des belles choses. En 7, 8, 10 ans, tu te retrouves dans une situation où si tu veux faire des choix dans la vie, tu peux. Et c'est vraiment le genre de philosophie qu'on partage tous les deux. Carrément. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour faire plus de contenu, pour supporter la chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À très bientôt.